What? Le but de Dumfries. Oh joli Dembélé. Oh, quel but ça! Le centre maintenant, ça rentre! Mais c'est incroyable! C'est fou ce qui se passe ici! C'est vrai que c'est toujours fou ce qui se passe dans le Champions Club aussi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Choisir, c'est renoncer, c'est ce qu'on entend souvent dans la vie comme dans le football, sauf que sur Pix Plus Sport, on ne vous laisse pas le choix. Vous regardez absolument tout dans le multilive, un multilive qui s'annonce d'ores et déjà exceptionnel. Je parle évidemment du multilive de mardi avec un trio de matchs complètement fou. Le déplacement de l'Union à l'Atlético, PSG Bayern et Liverpool Real Madrid. Quand on vous dit qu'on ne vous donne pas le choix, c'est parce qu'on vous propose l'ensemble de ces rencontres, évidemment, à suivre dès 20h15 avec Marc Delire. Je rappelle que le dernier multilive avait été historique avec un record de buts inscrits lors d'une journée. Et si on battait encore des records lors de cette journée-ci, ça va être compliqué. Mais rien n'est impossible non plus pour eux. Ce sont Thomas Châtel et Jonathan Lange avec moi aujourd'hui. Salut les gars. Salut Mathieu, salut Thomas. Salut les gars. En pleine forme, on se doit d'être en forme, on se doit d'avoir finalement des fourmis dans les jambes quand on sait ce qui nous attend. Le programme, il est copieux, je le disais, un mardi d'exception. Il faut être avec Thomas Châtel, Benoît Tannes et Marc Delire dès 20h15 parce que, moi je ne sais plus où donner de la tête quand je vois ce programme. PSG Bayern quand même. Ouais. Incontournable, je pense. C'est le match que tout le monde attend. Mais quand même, un œil du côté de Bodo Glimt avec Sébastien Pocognoli pour ce déplacement périlleux après un jour sans championnat ce week-end. Ouais, et puis la Juve, qui a un nouveau coach aussi face au Sporting du Portugal. On suivra aussi les aventures donc de Luis Openda face à Zeno de Bas, qui est toujours blessé ou pas? Toujours. Ça risque d'être compliqué pour les Diables, mais c'est vrai qu'Openda avec un nouveau coach, on peut espérer qu'il ait un peu plus de temps de jeu. Et puis à mercredi, Thomas Châtel avec Marc Delire depuis la Venise du Nord pour ce club de Bruges Barcelone. On en parle évidemment dans quelques instants avec Antoine Simoneau. C'est vrai qu'il y a pas mal d'affiches aussi. Manchester City, Borussia Dortmund avec Jonathan Ancio et Alex Teclac. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans le cadre du Multilive 20h15 mercredi avec Benoît Tannes et Nicolas Frutos. Il y a du foot, il y a de quoi faire. C'est l'automne, il fait froid, on reste tranquillement à la maison et on suit des gros matchs. Il fait peut-être un peu moins froid du côté de l'Espagne. On va demander tout simplement à Monsieur Météo. Antoine Simoneau, comment ça va Antoine? Quelles sont les conditions là, à quelques heures finalement de ce coup d'envoi entre l'Atlético et l'Union? Ouais. Bonjour Mathieu et bonjour à tous. C'est un grand ciel bleu qu'on a à Madrid. Voilà, grand soleil. Ça s'est un petit peu rafraîchi, mais le climat est toujours très doux par chez nous. Ça donne envie d'y être, très clairement. Anthony Coppi, Alex Teclac. Demain, je compte sur toi pour les inviter en terrasse, dans l'après-match plutôt, parce que dans l'avant-match, ils devront rester concentrés. On se retrouve dans quelques instants, Antoine, parce qu'on a pas mal de choses à dire, notamment sur ce classement qui se dessine petit à petit. Que les choses soient claires. Mercredi soir, on sera à mi-parcours dans cette phase qualificative. Le temps passe vite. Et donc, le PSG, le Bayern, l'Inter, Arsenal, le Real, le Borussia, Manchester City, Newcastle, si on fiche ce classement à l'heure actuelle, ces 8 équipes-là ne devraient pas passer par les playoffs. Est-ce que ça va encore bouger en sachant que le Barça, Liverpool, Chelsea sont en embuscade? Moi j'aurais tendance à penser qu'il y a quand même peut-être 6 équipes sur les 8 qui sont déjà connues. C'est fort possible, en tout cas ça confirme l'idée qu'on avait que les plus grandes équipes allaient moins avoir tendance à se faire surprendre, à être plus sur le garde par rapport à la première saison de cette nouvelle mouture la saison passée. Donc je m'imagine bien des équipes comme Barcelone et Liverpool éventuellement terminer dans le top 8, mais c'est clair que ça va se bousculer et ça va prendre beaucoup moins de risques, notamment dans le fait de faire tourner dans les noyaux. Bon, si on regarde encore ce classement, on va demander à David Prudhomme, le réalisateur historique de cette émission, on le salue, on le remercie. C'est vrai que les clubs belges sont toujours là, tout juste dans le top 24 avec le club de Bruges 20e, l'Union 24e. Sera-ce le cas encore mercredi soir? Jonathan, je me tourne vers toi. J'ai un peu de mal à y croire pour l'Union parce que ça va être compliqué, mais c'est vrai qu'on a très peu finalement d'éléments de comparaison d'un point de vue historique parce que c'était une première la saison dernière et le top 8 ça s'était joué à 16 points.
et le top 24 à 11 points. Quand on voit déjà le nombre de points qui ont été pris par les gros, peut-être que ça va être plus du 9-10 points pour essayer d'accrocher les barrages. Donc on voit ce qu'il reste un petit peu à faire pour nos clubs belges. Autant pour l'Union, je ne me faisais pas trop d'illusions. J'avais pronostiqué 7 points et pour ça, ils sont encore dans les temps. Et toi aussi, autant pour Bruges, ils sont passés à côté de la montre en or. On ne le répétera jamais assez à l'Atalanta, j'y étais sur place. Et ils auront des regrets éternels sur ce match qu'ils devaient toujours gagner. Oui, bon, en attendant, il y a du lourd, du très très lourd. C'est pas pour rien qu'Antoine est avec nous aujourd'hui. Antoine, pour nous parler donc du programme de nos unionistes, de nos champions de Belgique face à l'Atlético. On prend un peu des nouvelles avec toi. On les suit évidemment en Ligue des Champions. On sait ce qu'il s'était passé face à Arsenal. Ce week-end, ça s'est un peu mieux passé face à Séville. Comment on peut juger cette équipe qui a joué peut-être face à l'une des meilleures formations d'Europe à Londres et ici face à Séville? Quelle est la véritable valeur finalement de l'Atlético cette saison? Moi, je trouve que c'est une équipe qui a connu un début de saison très difficile, notamment en grande partie parce que l'effectif a été complètement chamboulé avec 12 départs et 8 arrivées, mais depuis plusieurs semaines, voire même un peu plus, je trouve qu'ils ont repris leur marche en avant, ils ont trouvé leur rythme de croisière avec j'allais dire des performances beaucoup plus conformes à leur statut et leurs ambitions. Voilà, ça fait un mois et demi qu'ils n'ont pas perdu en Liga. Ils sont invaincus depuis 8 matchs et restent sur 3 victoires sans encaisser de but. Alors c'est vrai qu'il y a eu ce couac à Arsenal en Ligue des Champions, mais j'allais dire jusqu'à l'heure de jeu, je les avais trouvés plutôt solides et cohérents. Ils auraient même pu ouvrir le score 2 fois par Julian Alvarez et puis en fait ils se sont écroulés avec ce premier but d'Arsenal en même pas un quart d'heure. Mais je trouve que sur les dernières semaines, c'est une équipe qui prend de la consistance, qui devient très cohérente, avec un Oblak dans les buts qui est en train de retrouver son meilleur niveau. Le retour de Koké, qui n'était pas titulaire non plus en début de saison, apporte vraiment au milieu un équilibre et un leadership qui manquait. Il y a José María Jiménez en défense aussi qui apporte ce leadership et cette agressivité. Sur les côtés, il y a 2 joueurs qui sont extrêmement performants. Nico Gonzalez qui est arrivé de la Juventus et qui à la fois offensivement et défensivement est très influent, comme Giuliano Simeone à droite qui est un vrai poison, j'allais dire, dans tous les aspects du jeu. Et puis, il y a surtout le retour de Baena, qui a été blessé longtemps début de saison, qui apporte vraiment cette touche technique peut-être qui manquait. C'est vraiment lui qui mène le jeu de l'Atlético, et c'est ce qui manquait un petit peu. Puis devant, ils ont un joueur qui est formidable, qui est Julian Alvarez, qui continue de marquer, et puis qui est surtout d'une intelligence et d'une finesse technique assez rare. Donc, je dirais que c'est plutôt un Atlético qui est cohérent et qui monte en puissance et depuis un petit moment. Ouais, quand on t'entend, Antoine, on se doute bien que ça va être compliqué pour les Bruxellois. Comment faire pour ne pas justement prendre une claque comme ça avait été le cas face à Newcastle, comme ça avait été le cas malheureusement aussi face à l'Inter. C'est vrai qu'on est quand même un peu moins confiant. On retombe souvent sur les mêmes aspects, à savoir la naïveté que les petites équipes, entre guillemets, peuvent avoir dans la compétition de la Ligue des Champions. Ce qui est paradoxal, c'est que l'Union est une équipe réaliste par excellence dans notre championnat. Ce qui serait intéressant de voir, c'est ce style de l'Union. On se souvient que Poco avait voulu faire un petit Atlético Madrid de cette union-là, et il avait poussé le bouchon jusqu'à s'habiller comme El Cholo. Mais au-delà de ça, je pense que ils pourront pas se permettre d'avoir les naïvetés qu'ils ont eues face à Newcastle, par exemple. Forcément, la lenteur, ça ne se gommera pas. Des garçons derrière comme Burgess ou Sykes sont trop lents pour ce niveau de la compétition et ça ne changera pas. Mais par contre, au niveau du réalisme, dans les 2 rectangles, comme ils l'ont été contre Zult, sauf que c'est l'Atlético, et ce qui change tout, c'est que c'est à l'Atlético, et l'Atlético n'est pas le même chez eux. Ils ont eu 2 gros tests face à Liverpool et Arsenal, ils se sont cassés les dents. Ils ont eu un gros test en championnat face au Real chez eux, et là ils ont plutôt bien réussi le test en gagnant largement. Donc ça me paraît de toute façon mission impossible. On le dit souvent, comparaison n'est pas raison, mais on se souvient qu'il y a quelques années de cela, le club de Bruges avait pris un point, l'Atlético, avec un super Mignolet ce soir-là. Est-ce qu'un cas de figure comme celui-là, avec
toutes les étoiles finalement qui sont bien alignées, comme les planètes d'ailleurs. Est-ce que ça pourrait le faire? Jonathan, je te vois un peu dubitatif. Ouais, très dubitatif, parce que c'est une machine de guerre au Wanda Metropolitano. Ils sont à 6 victoires sur leurs 7 derniers matchs là-bas. C'est vrai que c'était Séville. Ils ont joué pendant 1 heure, puis ils ont accéléré, ils ont mis ces 3 buts-là. Donc, non, j'ai du mal à y croire, pour tout ce que disait Thomas aussi, mais c'est là aussi on voit la différence avec le très haut niveau, en fait. C'est que l'Union n'a pas encore les armes, et c'est normal, n'a pas ce vécu, en fait, sur la scène européenne, au-delà de la naïveté. C'est que ce sont des garçons qui connaissent tout simplement pas ce niveau-là, et en Ligue des Champions, ça ne pardonne pas, et c'est vrai que c'est très compliqué. Pour espérer quelque chose après, oui, il faudrait qu'ils passent en mode play-off la saison dernière, peut-être avec un entrejeu un peu plus travailleur, avec un triangle vraiment plus de besogneux au milieu de terrain pour espérer quelque chose, mais individuellement comme collectivement, cette équipe-là, elle est nettement au-dessus. C'est vrai que c'est dommage quand même qu'on n'aura pas un petit El Cholo contre El Poco. Ça aurait été comique quand même de voir ça. Ouais, Poco donc qui ira du côté des Fjords face à Bodo Glimt. C'est un autre programme évidemment pour l'ancien coach notamment de Genk. Revenons tout de même à l'Union, et ma question... que les choses soient claires, je vais être provoquant volontairement. Est-ce que finalement, l'Union, quand on voit un peu ce qui se passe dans notre championnat, est-ce que l'Union peut s'améliorer quand on voit le niveau global de notre championnat? Alors, il y a une sous-question. Le niveau du championnat belge, en effet, je le trouve moins intéressant que la saison passée, et que ce soit la concurrence par rapport à Bruges et Union qui sont au-dessus, mais même les deux noyaux, Bruges et Union, je les trouve un peu en deçà par rapport à la saison passée. Mais je pense qu'ils peuvent encore progresser dans cette compétition. Ils doivent le faire, surtout avec l'idée des réceptions de l'Atalanta et Marseille. C'est ça qu'ils doivent viser, l'Union. C'est clair, c'est là-dessus qu'ils doivent aller chercher au moins 4 points sur 6, et peut-être aller chercher un petit quelque chose à Galatasaray. Et là-dessus, il y a de l'espace qu'il n'y a pas eu, et qu'il y a eu contre le PSV, mais qu'il n'y a pas eu lors des 2 derniers matchs, et qu'il n'y aura sans doute pas cette semaine. Antoine, tu nous as fait un chouette descriptif il y a quelques instants des différentes personnalités en présence. Il y a quand même un garçon qui a encore marqué l'histoire ce week-end, c'est Antoine Griezmann. Oui, Antoine Griezmann qui a un rôle maintenant, j'allais dire, de remplaçant de luxe. Et surtout, il est là à l'image d'un Coquet, d'un Oblak, pour un petit peu transmettre la philosophie de jeu et la philosophie tout court de l'Atlético. C'est un vrai relais de Simeone. Et on voit, voilà, il a mis son 200e but en Liga ce week-end. Il est rentré en jeu, il a été performant puisqu'il est impliqué aussi sur le 2e but d'Almada. Et c'est ça aussi l'Atlético, je trouve que voilà, c'est une équipe qui s'est régénérée. Mais il y a quand même encore des tauliers qui ont l'habitude de ce très haut niveau, et surtout quand ils rentrent, ils arrivent à être efficaces et influents. C'est un peu le rôle qu'a désormais Griezmann. Mais c'est vrai que ça reste quand même un super joueur. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de regarder le but. Ce qu'il fait au départ de l'action est assez formidable, et puis il la poursuit, et puis il a fait à la finition qui est parfaite aussi. Mais donc voilà, il reste aussi ces joueurs expérimentés avec des jeunes comme voilà Almada aussi qui est performant quand il rentre, des Baena, des Julián Alvarez qui est amené à être le nouveau Griezmann aussi de l'Atlético. C'est vraiment une équipe où la mayonnaise commence à prendre, donc ça va être compliqué. Et puis comme le disait très justement Jonathan, ils sont quasiment imbattables depuis des années au Metropolitano. Bon, ce match devra se jouer, mais on l'a bien compris, ça va être particulièrement difficile pour les unionistes. Ça sera aussi particulièrement compliqué, ça c'est évident pour le club de Bruges face à Barcelone, le club qui a l'avantage de jouer à domicile. Ça sera donc une grande première. On a de la chance en Belgique, pour la première fois chez les professionnels, Lamine Yamal va jouer en Belgique, dans notre royaume. J'imagine, Jonathan, que vous avez vérifié si lors d'un match, il est jeune, il avait fait un déplacement ou pas. C'est donc une grande première. Ouais, c'est une grande première, et c'est vrai que c'est devenu un personnage central au-delà de son classement en Ballon d'Or. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines, pas forcément pour de bonnes raisons. Et moi, c'est ce qui m'embête un petit peu avec lui, c'est qu'on a plus parlé de ce qui se passait en dehors du terrain que sur le terrain. Il a marqué contre Elche là en championnat, c'est un but qui va lui faire du bien. Mais est-ce qu'il provoque pas aussi un peu cette situation? Alors le garçon est jeune, j'entends bien, mais il y a quand même un entourage aussi qui est censé le protéger. Tout à fait, je pense que le FC Barcelone a clairement sa part là-dedans. Quand on l'envoie chez un streamer
rumeurs à 2 jours d'un Classico où on sait qu'il va mettre le feu parce qu'il y a Piqué qui va le chauffer derrière, chez quelqu'un comme Ibai qui est une célébrité en Espagne. Antoine me dira pas le contraire, c'est des millions et des millions de followers qu'il a, ce garçon-là. Donc voilà, c'était pas forcément très bien géré non plus. Faut pas oublier qu'il a que 18 ans, mais faut pas non plus qu'il commence entre guillemets à se némariser, à prendre ce côté-là, ce versant-là de la notoriété. Parce que voilà, c'est un garçon qui est tellement doué. Il a placé le curseur tellement haut qu'on attend qu'il fasse la différence à chaque fois. Il a aussi en ce moment la question de son physique. Lors du Classico, il avait été touché, je pense, à une cheville dès le début de match avec un retour, un tacle absolument dingue dans la surface de réparation. Il y a son souci aussi récurrent au pubis. On l'annonce quand même peut-être incertain sur le match là face à Bruges. Donc voilà, on est un petit peu sur la retenue le concernant. On espère le voir en tout cas sur le terrain parce que ça permettrait de cocher aussi la bucket list pour les supporters brugeois. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'ils ont eu le droit, eux, à la première association à l'époque, Messi, Neymar, Mbappé. Ouais, c'est vrai. Et Bruges avait pris un point. Exactement, avec un très bon De Ketelaere à l'époque. Ça pourrait peut-être les inspirer. Antoine, c'est vrai que tu en as vu passer des joueurs. Lamine Yamal, quoi qu'il arrive, évidemment, marquera de son empreinte, son passage au Barça. Mais c'est vrai qu'à certains moments, on est un peu ennuyé par certains comportements. On se dit, ça passe à son âge, ça passera peut-être pas dans quelques années s'il poursuit de la même manière. Je suis d'accord avec toi, Mathieu. Il y a une inquiétude aussi au niveau des dirigeants barcelonais qui s'éparpillent un petit peu trop en dehors. Alors c'est, j'allais dire, la rançon de la jeunesse, un peu de la gloire, mais ce qui est plutôt préoccupant et ce qui les préoccupe davantage, c'est son état physique, comme le disait Jonathan, avec cette pubalgie qui traîne depuis la mi-septembre et qui fait qu'il n'est pas à 100%. Et il est effectivement incertain pour Bruges parce que le staff du Barça a clairement dit qu'il allait falloir doser ses apparitions et le faire souffler aussi de temps en temps. Donc même si le Barça a besoin de points comme tous les gros pour vite se qualifier, c'est pas sûr que vous puissiez voir Yamal sur 90 minutes. Mais c'est vrai que son comportement, en tout cas à l'extérieur, pose problème. Et du côté du Barça, on sait qu'il n'est pas très très bien entouré au niveau familial. Donc on essaie de voir ça notamment avec son agent Jorge Mendes pour essayer qu'il en fasse un petit peu moins, ou en tout cas qu'il se mette un peu moins en avant et qu'il se concentre un petit peu plus sur le terrain. Ça doit être compliqué aussi pour un coach. Quand vous avez un garçon comme celui-là, vous savez tout ce qu'il peut vous apporter. Et parfois, on est un peu confronté à une situation où on est bloqué parce qu'il représente énormément pour le club. Ce n'est plus uniquement un joueur, c'est devenu une marque mondiale. On fait quoi quand on est Hansi Flick et qu'on a énormément d'expérience ? On gère comme on peut, et Hansi Flick a connu des phénomènes, peut-être pas comme celui-là. Le phénomène n'est pas le même, ni les temps de passage, mais il ne faudrait pas que ça devienne un Ansu Fati 2, du côté du Barça. On sait la trajectoire qu'a pris Ansu Fati, on sait l'entourage aussi qui a été compliqué chez ce joueur, Ansu Fati. Donc voilà, je pense que gérer une pubalgie, déjà en tant que joueur, pour l'avoir vécu et avoir été opéré d'une pubalgie, c'est compliqué. Mais en plus, si on rajoute un entourage compliqué, on rajoute une pression qu'on se met soi-même, ça devient encore plus compliqué. Hansi Flick, qu'est-ce qu'il peut faire ? On se sent très impuissant face à un phénomène comme lui, parce qu'il est devenu presque plus important que le club. Et c'est là que ça devient un problème, bien évidemment. Bon, vous me voyez venir, je vais vous reposer la question. Est-ce qu'un exploit du club de Bruges est envisageable ? Pendant ce temps-là, Jonathan Lange se marre. Ça en dit quand même beaucoup sur ce que tu penses. Tout est toujours possible. Moi, je retiens une phrase du week-end des Brugeois, c'est « Je suis prêt pour le Barça », signé Rafael Onyedika. Et je me dis que c'est peut-être lui finalement la clé de la campagne réussie ou pas pour les Brugeois. Thomas évoquait avant le match contre l'Atalanta. Ils ont fait des erreurs qu'on n'avait plus l'habitude de voir en fait. Et pour moi, ils ont fait ces erreurs parce qu'ils n'avaient pas Onyedika au milieu de terrain. Il leur a cruellement manqué. C'est vraiment le joueur typé Ligue des Champions de par son impact physique, de par son expérience. Son retour ne peut être qu'une bonne chose. Après, il sera jamais apte pour jouer 90 minutes contre le Barça après avoir été absent aussi longtemps. Et donc pour répondre à la question, j'y crois pas. Pour ça, il faudra vite oublier sa passe en retrait qui a failli faire donner un assist au joueur de Dender ce week-end. Il a fait du Onyedika à sa montée, c'est-à-dire très nonchalant. Une passe en retrait qui aurait pu coûter cher. Parce que c'était Dender, mais on l'a déjà vu faire ça. Le Onyedika version 1, on lui avait déjà fait ça en Ligue des Champions. Il a coûté aussi des points en Ligue des Champions. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Onyedika, c'est le seul vrai 6 de niveau international qu'a Bruges. Et donc, ça change tout pour Bruges. Attention qu'il y a quand même un Bruges-Anderlecht
ou Anderlecht Bruges ce week-end. Et il y a des choix qui vont devoir être faits par Niki Hayen. Est-ce que Anderlecht Bruges est plus important pour lui que Bruges-Barça? Je suis pas loin de le penser. Antoine, j'espère que tu ne m'en veux pas. On ne parlera pas de Pafos Villarreal. Non, je te demande même pas ton avis. Je te demande même pas ton avis. Parce que je sais très bien ce que tu vas dire et je préfère que nos suiveurs en Belgique gardent espoir. J'y crois justement, Mathieu, à Bruges. Ok, très bien. Je pense que c'est le moment de prendre le Barça, justement. Ok, bah écoute, on prend pour quelle raison? Parce que sur base de ce qui se passe ces derniers temps, le Classico, etc. Parce qu'il y aura pas déjà leur cerveau, le dépositaire de leur jeu et du tempo de l'équipe, c'est Pedri. Il y aura pas Rafinha, qui était l'un des 3 meilleurs joueurs du Barça, voire du monde l'an passé, qui leur manque cruellement, parce que défensivement, ils sont encore moins forts, c'est-à-dire encore plus perdus, j'allais dire, que l'année dernière, parce qu'ils ont pu Inigo Martinez, et que là, on voit vraiment les carences de Koubarsi dans la gestion de la profondeur, parce que Koundé est très très loin du niveau qu'il avait l'an passé aussi. Donc je pense que voilà, cette équipe du Barça elle est prenable, même si ils ont énormément de blessés. Joan Garcia dans les buts, Ter Stegen. Ils viennent de perdre 3 de leurs 6 derniers matchs, ce qui est une anomalie pour le Barça et très très inhabituel. Et en plus, il y a la Liga où ils sont à 5 points. Ils vont peut-être essayer de gérer un petit peu leur effectif. Il y a un Yamal qui est sur une jambe. Donc je pense que il y a quelque chose à faire. Merci. Ça fait du bien d'avoir un discours positif comme celui-là. En tout cas, si on ne voyait aucune faille ou en tout cas aucune petite espace dans la porte, si on peut dire comme ça, du côté de l'Union, du côté de Bruges, il y en a peut-être une, c'est le fait qu'ils jouent si haut et qu'il y a de la vitesse quand même à Bruges avec un garçon comme Forbes, avec un garçon comme Tsolis, et que là, en effet, si on voit le match contre Elche avec les occasions que Elche a pu se procurer et le but qu'ils ont marqué, il y a éventuellement en effet des petites possibilités pour Bruges. Mais il y a Lewandowski et Olmo qui reviennent. Parfait, on a été complet, je pense. On a tenté de l'être, en tout cas. J'allais te dire, Antoine, qu'on n'allait pas parler de Pafos face à Villarreal. Villarreal qui mériterait aussi des minutes dans cette émission, parce que c'est vrai que les résultats positifs s'enchaînent. Par contre, on se doit de dégager du temps pour Liverpool-Real Madrid. Le Real qui va quand même beaucoup mieux, qui a confirmé ce week-end la victoire face à Valence. Liverpool-Real, le Liverpool d'Arne Slot qui a aussi gagné. On sait évidemment ce qui s'est passé ces dernières semaines. Le Real favori, Antoine? Sur la dynamique actuelle, je dirais oui, parce que je pense que samedi contre Valence, c'est la prestation la plus aboutie que j'ai vue de l'ère Xabi Alonso. Parce que, alors il faut quand même relativiser, parce que Valence est une équipe en grande difficulté cette saison, mais au niveau des mouvements, de la circulation, de la balle, des combinaisons, du pressing, ça fait très 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 longtemps que j'avais pas vu un Real aussi performant, aussi joueur. On sent que c'est une équipe qui monte en puissance, dans la lignée un peu du Classico, qui avait été très solide à mon goût, très convaincant aussi. Il y a un Bellingham qui revient au niveau de sa première saison, parce qu'il est plus gêné par son épaule. Il faut le rappeler quand même qu'il a joué toute la saison dernière blessé, ou en tout cas protégé à son épaule. Il n'était pas à 100%. Et je trouve que devant, entre un Vinicius qui a retrouvé aussi ses cannes d'il y a 2 ans et qui fait à chaque fois extrêmement mal sur ses accélérations, et la relation technique entre Güler, Bellingham, Mbappé, qui lui n'arrête pas de marquer quand même, parce que là il est en train de faire un début de saison complètement sensationnel. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de certitude, et chaque semaine un petit peu plus. Donc ce Real, oui, on a hâte de voir ce qu'ils vont faire à Liverpool, parce qu'il s'était fait dominer de la tête et des épaules l'an passé, et je pense que sur la dynamique, oui, je pense que le Real est légèrement favori. Jonathan, c'est aussi un match particulier, et évidemment pour le coach des Merengues. Le Xabi Alonso avec Liverpool, c'est 5 ans, 143 matchs et cette Ligue des Champions remportée en 2004-2005. Et ensuite, il était parti au Real aussi, 5 ans, là aussi 158 matchs. Donc voilà, après, il avait poursuivi sa carrière au Bayern. Mais c'est vrai qu'on avait aussi parlé un temps de voir Xabi Alonso débarquer pour prendre la suite de Klopp
à Liverpool. Ça, c'était pas fait. Et c'est vrai que Antoine le disait l'année dernière, en fait, à pareille époque, les deux équipes s'étaient rencontrées. Liverpool était vraiment au sommet, en fait. C'était un rouleau compresseur qui. Mbappé avait arrêté en pénalty. Exactement, c'est justement là où je veux en venir. Et comme c'était au cœur de son automne qui était vraiment très compliqué avec ce qui s'était passé en Suède, avec le fait qu'il n'était pas non plus venu en sélection. Et là, 14 matchs, 18 buts, il marque toutes les 68 minutes. Il y a juste Kane qui fait mieux cette saison en Europe. C'est redevenu une machine. Et c'est vrai que le Real, je pense qu'il y a eu un avant et un après Classico. Ils étaient très très attendus sur ce match-là. Xabi Alonso a su trouver aussi des solutions, notamment dans le positionnement de Camavinga. Et on sent que doucement mais sûrement, il prend la mesure aussi du boulot, et que le fait d'avoir débarqué à la tête du Real déjà pendant la Coupe du Monde des clubs, ça lui a quand même permis de prendre un peu d'avance. Ça fait deux choses, Thomas. Donc Xabi Alonso et aussi Mbappé, parce que je trouve que Mbappé, on ne peut pas passer à côté sur base de tout ce qui se passe. On ne peut pas parler de Mbappé sans parler du quatuor qu'il a mis en place depuis 3 matchs maintenant, en faisant évoluer Vini, Güler, Mbappé et Bellingham. Ça, il ne l'avait pas encore fait. Forcément, Bellingham revenait de blessure, comme Antoine l'a dit. Mais ça fait beaucoup de joueurs offensifs, ça fait énormément de qualité. Et là, il y a un équilibre qui doit être trouvé. Alors, Antoine le disait, Camavinga et Tchouaméni ont été associés lors d'un des 3 matchs. Il a aussi essayé avec d'autres joueurs comme Diaz, avec un jeu encore plus offensif. Je ne crois pas qu'il osera faire ça à Liverpool, mais c'est sûr que c'est un Real avec un petit peu plus de folie que sous Ancelotti. C'est un Real aussi où il y a moins de passes droits. On en avait déjà parlé lors des matchs précédents du Real en Ligue des Champions, mais plus personne ne peut être sûr de sa place. Pour ce qui est d'Mbappé, une chose est sûre, le débat de savoir où est sa bonne place, on n'en parle même plus. Il a trouvé le bon équilibre, c'est devenu un joueur presque de surface, même s'il continue à beaucoup dézonner. Mais là, il a clairement trouvé sa façon de fonctionner au Real. Bon, on a parlé de Lamine Yamal il y a quelques instants, avec tous les aspects extrasportifs. Au Real, bien sûr, Antoine, on se doit de parler de Vinicius. Comment tu vois, comment tu perçois cette situation? Parce qu'il n'y a pas une semaine, évidemment, qui passe sans qu'on parle du Brésilien. Ouais, parce que son statut a été chamboulé. C'est quelqu'un qui était titulaire à tous les matchs avec Carlo Ancelotti et qui sortait quasiment jamais. Là, Xabi Alonso a instauré beaucoup plus de concurrence, beaucoup moins de passe droit, comme le disait Thomas. Et souvent, c'est l'un des premiers à sortir, parce que Mbappé, on peut pas trop le faire sortir, parce que Mbappé, il a aussi des ambitions personnelles en termes de buts. Et puis, vu ce qu'il fait depuis le début de la saison, c'est plus difficile de le faire sortir. Mais en tout cas, selon Xabi Alonso, l'épisode Vinicius est clos, puisqu'il s'est excusé auprès du groupe et du staff mercredi dernier. Après, je sais, pour avoir parlé notamment avec son entourage, qu'il a énormément de mal avec le management de Xabi Alonso, qui est quelqu'un qui est à l'opposé d'Ancelotti, qui était très paternaliste, et qui lui, au contraire, n'explique pas ses décisions, estime qu'il n'a pas à se justifier, et qui parle beaucoup moins, qui est beaucoup plus distant en fait avec les joueurs que l'était l'Italien. Donc ça a un petit peu du mal. En plus, c'est quelqu'un qui marche beaucoup à l'affect, à la confiance. Mais là, moi, si on analyse que le terrain, je trouve qu'il est en train de retrouver un niveau vraiment bon, et il fait du bien, et il a retrouvé son coup de rein, ses cannes, voilà. Je trouve que sur le terrain, on n'a pas trop à s'en soucier. Après, qu'il veuille jouer tous les matchs et toutes les minutes, c'est le lot des grands champions. Très bien, on verra ce que ça donnera évidemment mardi soir. En sachant Liverpool, Thomas, on a suivi la rencontre ensemble. Que Liverpool a gagné, c'était la victoire nécessaire face à Aston Villa. Une semaine de folie d'ailleurs pour Liverpool, parce qu'il y aura aussi City au programme dimanche. Oui, c'est vrai, il respire un petit peu plus, et ce qui les a surtout fait respirer, c'est le retour de Gravenberch, qui au milieu de terrain, on parlait d'Onyedika, mais Gravenberch, c'est pas loin d'avoir cette importance-là pour Liverpool. Mais c'était pas non plus suffisant pour se dire qu'il soit favori à domicile contre le Real. Il faudra bien plus, et ça peut être le genre de match déclic dont ils ont besoin. Après, je pense pas que Thibaut Courtois fera la même erreur qu'Emiliano Martinez a fait samedi. Donc là-dessus, on est tranquille pour eux. Bon, on en reparlera un peu plus tard de Thibaut Courtois, parce que j'aimerais bien qu'on parle
aussi pendant quelques minutes de ce PSG Bayern. Antoine, on va te souhaiter une excellente semaine. On espère que tes pronostics, notamment pour le club de Bruges, seront très justes, comme c'est souvent le cas. Et puis, oui, Anthony Coppi et Alex Leclac seront demain à l'Atletico. On sait que tu as des adresses. Qu'est-ce que tu leur réserves en fait demain ? Un accueil chaleureux, comme ça se fait en Belgique. Voilà, j'essaierai de rendre l'appareil parce qu'en Espagne, on est très, très chaleureux. Et puis un beau match. On va essayer que ce soit un beau match. Voilà. Très bien, on peut toujours compter sur toi dans ces cas-là. Merci Antoine, à très bientôt pour de nouvelles aventures liées à la Liga. Hasta luego. Et on passe donc à ce PSG Bayern que toute l'Europe du foot attend. On a parfois tendance à galvauder cette expression, mais écoutez, si ça c'est pas le match du début de saison, il faudra me dire quel est le match le plus attendu. On sait que le PSG évidemment est champion d'Europe, que le Bayern reste sur un 15 sur 15. Et donc, là aussi, je repose ma traditionnelle question. Qui part favori, Thomas Châtel ? Alors, je vous ai déjà répondu hier, puisqu'on travaillait ensemble hier, ou avant-hier même, on finit par sur la Première Ligue. J'ai du mal à trouver un favori là-dedans, donc je choisis le club qui joue à domicile. Et donc, je pense que ces deux équipes qui ne sont pas dans la même courbe de forme, le Bayern nettoie tout sur son passage, mais n'a pas eu de réel test, si ce n'est Chelsea, en Ligue des Champions. Donc j'attends quand même le vrai crash test du PSG, qui lui a montré deux visages. Le visage en Ligue 1, qui est pour l'instant un PSG assez morne, qui ne me convainc pas spécialement. Mais le visage qu'on a vu contre le Barça, par contre, notamment contre l'Atalanta aussi, est assez impressionnant malgré toutes les absences. Question des réseaux sociaux aussi pour vous les gars, on sait qu'on est toujours actifs et c'est vrai que la question en rapport avec ce match, c'était justement est-ce que la belle série de Company va s'arrêter ? Elle était pour Thomas, il a déjà quand même répondu à la question. Jonathan, t'en dis quoi toi ? La série de victoires, c'est possible. Même si je rejoins Thomas sur la dynamique du moment, le Bayern est plus impressionnant que le PSG sur ce qu'ils font aussi. C'est vrai qu'il n'y a pas encore eu de test, mais la manière avec laquelle ils ont expédié les affaires courantes contre Leverkusen, qui était quand même leur principal rival ces deux dernières saisons, 3-0 sans Diaz, sans Harry Kane au coup d'envoi, sans Olise non plus. Bon. Mais justement, qu'est-ce qui est le plus frappant, qu'est-ce qui est le plus excitant quand on voit le Bayern ? C'est le jeu avec ballon ou sans ballon ? Alors, personnellement, moi, je trouve ce qu'il a réussi à apporter, ce sont des petits détails. Alors, sur le terrain et en dehors du terrain, il a décoincé, décrispé, libéré tout le monde. Et sur le terrain, c'est le fait d'avoir justement libéré, et le meilleur exemple, on en a suffisamment parlé, c'est Kane, qui l'a rendu encore plus créatif, en lui donnant cette liberté d'aller sur toutes les zones du terrain. Même chose avec Olise. Et donc, je pense que c'est surtout avec ballon, parce que forcément, ils ont plus le ballon qu'ils ne l'ont pas. Ouais, il y a quand même aussi une stat qui vaut la peine d'être retenue. C'est que le Bayern concède très peu de buts forcément et très peu de contre-attaques aussi. On a souvent parlé et pointé du doigt les soucis défensifs. Quand on regarde un peu les stats, alors vous allez me dire bien sûr que le club de Bruges n'était pas un adversaire qui pouvait inquiéter bien sûr le Bayern et qu'il faudra voir évidemment mardi soir. Mais c'est vrai qu'on concède dans l'ensemble beaucoup moins du côté du Bayern par rapport à l'année dernière. Ouais, c'était le gros chantier aussi. C'est pour ça que Jonathan Tah est arrivé aussi au Bayern. Mais c'est surtout la dimension prise par un Dayot Upamecano qui n'était pas forcément là non plus contre Leverkusen. Et qui pourrait prolonger aussi. Ouais, je pense qu'il a en tout cas tout intérêt à prolonger. Et il fait partie aussi de ces joueurs qui chantent les louanges de leur coach, de Vincent Kompany. Alors c'est facile quand on gagne des matchs de dire qu'on a un super bon entraîneur. Mais c'est vrai qu'Upamecano, on lui avait posé la question l'année dernière, avant ce fameux France-Belgique à Lyon, de savoir ce que Kompany déjà lui apportait. Et à l'époque, il nous le disait déjà. Et ça, c'est tout le mérite finalement de Vincent Kompany. On parle de ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe en dehors du terrain aussi est quand même ultra intéressant dans sa gestion de vestiaire. Alors forcément, on a coupé les ondes de Radio Müller qui balançaient tout à Bild à longueur de temps. Ça peut aider. Mais cette saison, on n'entend plus les vieux dinosaures du côté allemand de la direction, les Rummenigge, même s'il a fêté ses 70 ans et qu'il a donné beaucoup d'interviews, ou les Uli Hoeneß a critiqué ce qui peut se passer dans le vestiaire. Et le meilleur exemple, il est venu de la part d'un ancien du club,
Lothar Matthäus, qui est le consultant star en Allemagne, quand il dit que le Bayern a touché le jackpot avec Vincent Kompany, il n'a pas dit ça d'un entraîneur récemment. Donc ça prouve aussi tout le travail qu'a réussi à accomplir Vincent. Un mois plus tôt, il disait pas la même chose. Ouais, il a parfois tendance aussi à retourner sa veste. Ouais, mais il prouve aussi, je trouve, t'évoquais le fait qu'il n'ait pas encore eu de test, mais c'est parce qu'il en a eu quand même indirectement, parce qu'ils ont joué Leipzig à domicile, ils ont joué Leverkusen aussi à domicile, mais ils les ont explosés. Mais c'est vrai que, de toute façon, être champion d'Allemagne, c'est normal pour le Bayern. C'est obligé. On l'attend sur la Ligue des Champions. Attention que le PSG a prouvé la saison passée que la saison, elle se joue pas maintenant, elle se joue en mars. Eux, à ce moment-ci de la saison, ils étaient dans un état beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, en perdant contre le Bayern, se trouvaient dans une situation... 26e. Ouais, c'est ça, où ils ont dû sauver finalement le coup en battant City, qui était finalement le déclic. Tout à fait. Mais attention, c'est important de le rappeler. Il y a des piqûres qui font souvent mal. Celle-là fait moins mal au PSG. Piqûre de rappel par rapport à ce fameux match. Ouais, mais qui était juste incroyable. C'était un 4-4-2 avec Dembélé et Barcola en pointe. Dembélé avait pris rouge. C'était la deuxième exclusion de sa carrière. Et effectivement, le PSG était au plus mal. Et ça a été une bascule aussi dans le management de Luis Enrique, dans sa manière de voir les choses. Mais autant la Coupe du Monde des clubs n'a pas forcément été d'une grande utilité. Mais le match entre le PSG et le Bayern, depuis, le Bayern a tout gagné. Et il y a vraiment eu un déclic. Et c'était un match qui était particulièrement agréable à suivre, c'était pas le cas de tous les matchs et c'est pour ça qu'on en attend aussi énormément. Et maintenant se pose aussi la question de savoir comment va le PSG et comment va Dembélé. Dembélé est touché à l'ischio-jambier, donc honnêtement il n'est pas à 100%, le voir titulaire ce serait une énorme surprise et il y a l'absence de Désiré Doué et c'est vrai qu'il y a cette stat côté parisien qui est complètement folle, c'est de se dire que le fameux trio Dembélé, Kvaratskhelia, Doué a été aligné une seule fois depuis le début de la saison, c'était le fameux match de Supercoupe contre Tottenham et encore Doué joue au milieu de terrain, mais depuis Luis Enrique n'a pas pu compter sur ces trois-là. Bon, il y a un élément dont on n'a pas parlé et ça va peut-être justement me permettre de lancer le quiz d'ici quelques instants. C'est qu'à la base, Vincent Kompany, il est supporter d'une équipe Anderlecht, bien sûr, mais surtout d'une autre en France. Grand supporter de Marseille. Et donc, je peux vous dire que c'est un match qu'il avait pointé depuis un bon bout de temps dans le calendrier. Alors, Thomas Châtel a eu quelques semaines pour réviser ses classiques. On est parti sur quoi aujourd'hui au niveau du quiz ? On reste sur... On va regarder le classement surtout de ce quiz, parce que la semaine dernière, ou plutôt il y a 15 jours, c'est Dédric qui était avec nous. Il a rattrapé le coup alors. Dédric, je pense que non, c'est statu quo. Je pense que c'était 7-4 et voilà, on est à 8-5. Notre tête est de plus en plus intéressante aux trois consultants. Là. Écoutez, il y a quelque chose. C'est pas mal. Normalement, il y a plus d'idées dans 3 têtes que dans une. Avec Alex Téclac dedans, c'est pas gagné. Mais bon, allez, ils sont passés par le PSG et le Bayern Munich. Je suis un roi, un vrai, avec à mon compteur 12 titres de champion en France, en Italie et en Allemagne, où j'ai gagné un 13e titre l'an passé avant de m'en aller. J'ai fait mal à mon club formateur en finale de Ligue des Champions. Coman. Exactement. Moi, j'ai pas joué. Ils sont pas français spécialement. Non, pas spécialement. Okay. Ils sont passés par les deux clubs. Il n'y a plus de français là, c'est un petit indice. Okay. Mais c'est moi qui essaie de gagner du temps parce qu'il sait qu'il reste plus que 3 minutes. Il joue toujours la montre. Moi, je n'ai pas joué très haut. Une modeste carrière de défenseur à Stuttgart et Ulm, mais j'ai entraîné les plus grands. Rangnick m'a formé. J'ai marché sur les traces de Klopp à Mayence et à Dortmund. J'ai gagné la Ligue des Champions, mais pas au Bayern. Et bien joué, un partout. Ouais, merde. Attention. C'est Pep Guardiola qui m'a repéré à Ce ne sont pas que des joueurs. Non, là maintenant, ce ne sont plus que des joueurs. Et ils gagnent aussi du temps maintenant. Ils se rendent compte qu'il y a... Il y a de la concurrence. C'est Pep Guardiola qui m'a repéré à Valence pour me faire signer au Bayern parce que je coche toutes les cases de ce qu'il attend d'un latéral capable de jouer au milieu aussi. Le problème, c'est que pour moi au Bayern, il y avait David Alaba qui m'a poussé vers la sortie, vers Paris où j'ai souvent été blessé. Je suis espagnol, gaucher. Juan Bernat. Bien joué. Écoutez, je pense qu'après ça, on peut s'arrêter. Non, on continue. Carrément, il veut s'arrêter. Il gagne, il s'arrête. Il fait vraiment toutes les règles. Non, mais celui-là, il va l'avoir, je pense. Inclassable, peut-être, mais moi, l'attaquant atypique, je rends des services. Je fais en sorte que le groupe vive bien et je m'amuse parfois un peu en faisant rire la galerie aussi avec des ratés en forme de sauvetage. Mon coach en sélection s'appelle Hugo Broos. Ouais, Cameroun, l'attaquant, centre-avant. Marc Brace, pardon. Hugo Broos, oui, parce que Hugo Broos, c'est un Sud-Africain, c'est un Camerounais. Marc Brace. Je le vois devant moi. Eric, Maxime, Choupo. Choupa-Mécano. Choupa-Mécano, voilà. C'est pas... Je pense qu'on a touché le fond. On peut la garder, celle-là. Oh là 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 là. Choupa-Mécano, ça restera dans l'histoire du Champions. J'espère que David Prudhomme va nous sauvegarder ça. Allez, la dernière. Quand même.
5 questions à chaque fois. Il prend un point. Est-ce qu'il a dit Choupa? Enfin, non, c'est Choupo. Donc, ouais, pour le geste, j'ai envie de lui accorder. En fait. Pour la créativité. Donnons-lui du point. 2 alors. Allez, j'ai explosé à l'Euro 2016 où je me suis révélé avec un style brutal qui m'avait permis de devenir l'une des plus grosses recrues de l'histoire du Bayern à l'époque. Mais je ne me suis jamais imposé. Je me suis un peu relancé à Lille. Et à Paris, finalement, j'ai plus joué en prêt à la Roma, au Benfica. Et je suis maintenant à Panathinaikos. Je suis un milieu de terrain portugais avec des petites loques. Ah, Renato Sanchez. Bien joué. Voilà. Merci, c'est le détail capillaire. Je vois ça. Toujours les cheveux. Ouais, écoutez, à chacun ses références, finalement. C'était cool, les gars. C'est vrai que y avait de quoi faire. Un programme de dingue. On se donne rendez-vous le 24 novembre. Bruges ira au Sporting, là où l'Union ira à Galatasaray. A priori, il y aura plus à gagner dans ces matchs-là pour nos représentants belges. Maintenant, voilà, on a envie d'y croire. Belle semaine en perspective. Jonathan, tu seras fidèle au Multilive? Évidemment. Et Thomas, toujours. Bien sûr. Multilive mardi. À demain. Club de Bruges, Barcelone, mercredi. Ça s'appelle une belle semaine. Comme on les aime. J'espère que vous avez profité de ce moment avec vous, avec nous surtout, et avec vous aussi. Et puis Choupo Mécano, on retiendra ça. Choupa Mécano. C'est ça, c'est Choupa Mécano. Prononcez bien. Très bien. Choupa Mécano, qu'on salue d'ailleurs s'il nous écoute. À bientôt, dans 3 semaines exactement. Ciao, ciao.